Écoute bien, on est en 1999. Dans une salle de cinéma plongée dans le noir, des milliers de spectateurs s'apprêtent à recevoir une gifle monumentale. À l'écran, un homme se tire une balle dans la bouche pour tuer son double imaginaire. Le narrateur reste debout, Tyler Durden s'évapore et les gratte-ciel s'effondrent au rythme des pixels. Fin de l'histoire. Tout le monde sort de la salle avec une certitude absolue. Tyler Durden n'était qu'une hallucination, une projection mentale née de l'insomnie et du dégoût de la société de consommation. Mais si je te disais que depuis 25 ans, on nous cache une autre version? Si je te disais qu'il existe un détail, un seul, niché dans la texture même du film, qui prouve que Tyler Durden n'était pas qu'une simple invention de l'esprit du narrateur? Ce que l'histoire officielle ne te dit pas, c'est que David Fincher a laissé une trace indélébile, une preuve physique qui fait basculer Fight Club du thriller psychologique au complot métaphysique bien plus sombre. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Tu te demandes peut-être pourquoi, après des milliers de visionnages et d'analyses, ce secret refait surface aujourd'hui. C'est parce que pour le voir, il faut arrêter de regarder le narrateur et commencer à regarder ce qu'il touche. Imagine une seconde que Tyler Durden ne soit pas une maladie mentale, mais une infection, une sorte de virus social qui a trouvé un hôte. Voici ce que peu de gens savent. Dans le script original et dans certaines scènes coupées, la frontière entre le rêve et la réalité n'est pas là où tu le penses. Entrons dans l'obscurité. Visualise cet appartement beige, fade, rempli de meubles Ikea qui définissent la personnalité du narrateur. C'est propre, c'est lisse, c'est mort. Puis survient l'explosion. L'appartement part en fumée. Le narrateur appelle Tyler depuis une cabine téléphonique. Tyler rappelle. C'est le point de bascule. Dans la version que tu connais, le narrateur a tout orchestré inconsciemment. Mais regarde attentivement la cabine téléphonique. Il y a une étiquette collée dessus, presque invisible à l'œil nu, qui indique « Appel entrant non accepté ». Pourtant, le téléphone sonne. Si Tyler est une projection, comment peut-il contourner les lois physiques d'une ligne télécom réelle? Certains diront que c'est une erreur de script. Moi, je te dis que c'est le premier signe que Tyler possède une existence propre, une force qui plie la réalité avant même que le narrateur n'en soit conscient. On a souvent décrit Tyler comme l'opposé du narrateur. Il est libre, charismatique, sexuel, violent. Mais si tu observes les scènes de combat dans le parking de Lou's Taverne, il se passe quelque chose de dérangeant. Lors du tout premier affrontement, le narrateur se frappe lui-même, c'est ce qu'on voit à la fin du film. Mais si tu écoutes le son, la résonance des coups sur le béton et que tu observes la réaction des témoins, il y a une dissonance. Les spectateurs du combat ne regardent pas un fou se frapper seul, ils reculent devant une onde de choc. David Fincher a utilisé des techniques de mixage sonore spécifiques pour donner du poids à l'invisible. Dans le cinéma moderne, on appelle ça le sound design psychologique, mais ici, c'est une arme de manipulation. Passons à la preuve physique, celle qui change tout, le savon. Le savon de Tyler Durden est fabriqué à partir de graisse humaine volée dans les bennes d'ordures des cliniques de liposuction. C'est un fait établi, mais voici le détail qui tue. Dans une scène très brève, on voit Tyler manipuler des produits chimiques pour créer du napalm. Le narrateur n'a aucune formation en chimie. Il travaille pour une compagnie d'assurance, il analyse des rappels de voitures. Pourtant, les formules utilisées par Tyler sont réelles, précises et dangereuses, à tel point que la production a dû modifier certaines étapes pour que les spectateurs ne puissent pas reproduire les bombes chez eux. Comment un homme qui ne dort plus, qui perd la mémoire, pourrait-il acquérir spontanément un savoir scientifique complexe qu'il n'a jamais étudié? L'explication officielle parle de double personnalité, mais la science nous dit que la mémoire procédurale ne s'invente pas. Tyler apporte avec lui des compétences que le narrateur ne possède pas. Il n'est pas une partie de lui, il est une entité qui s'est greffée à lui. C'est là que tout bascule. Et si le Fight Club n'était pas une création du narrateur, mais une organisation préexistante qui attendait simplement son messie? On nous montre Tyler recrutant des Space Monkeys, ces hommes en noir qui répètent des slogans et vivent dans la maison de Pepper Street. Mais regardez la vitesse à laquelle cette armée s'organise. En quelques mois, ils infiltrent la police, la mairie, les banques. C'est une logistique militaire. Une seule personne, même avec une double personnalité, ne peut pas gérer une telle infrastructure tout en gardant un emploi de bureau. La vérité, c'est que Tyler est une idée qui a pris vie. Comme un mème Internet avant l'heure, il s'est propagé d'esprit en esprit. Le narrateur n'est que le patient zéro. Tu te demandes sans doute, et Marla dans tout ça? Marla Singer est le seul témoin qui interagit avec les deux. Elle est le pont.
Beaucoup de théories affirment que Marla est aussi une projection. Mais c'est faux. Marla est la preuve de la réalité de Tyler car elle porte les marques physiques de sa présence. Les ecchymoses, les brûlures de cigarettes, la fatigue. Si le narrateur était seul, il ne pourrait pas avoir de rapport charnel avec une ombre tout en étant assis dans la pièce d'à côté. Dans la scène célèbre de la cuisine, Tyler et le narrateur se disputent la présence de Marla. La caméra oscille, elle perd le focus. C'est ici que Fincher nous donne un indice visuel massif. L'ombre de Tyler portée sur le mur est différente de celle du narrateur. Les angles ne correspondent pas. En physique optique, c'est impossible pour une seule et même personne. C'est un choix délibéré de mise en scène pour signifier que deux masses distinctes occupent l'espace. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas sur la fin du film. Le narrateur se tire une balle dans la joue. Tyler meurt. Pourquoi ? Parce que le narrateur a enfin compris. Mais regarde bien l'image finale. Les bâtiments s'effondrent. Le plan de Tyler, le projet Chaos, réussit. Si Tyler était une simple hallucination liée au stress du narrateur, sa disparition aurait dû stopper le processus. Les détonateurs n'auraient pas dû fonctionner, ou les Space Monkeys auraient dû réaliser que leur chef était un fou furieux. Mais non, l'explosion a lieu. Pourquoi ? Parce que Tyler n'avait plus besoin du narrateur. Il était déjà partout. Il était devenu une réalité tangible, une force historique. Et c'est là qu'on trouve le détail le plus troublant. Les journaux. Dans le sous-sol, on voit des coupures de presse sur des accidents de voitures et des sabotages industriels qui datent d'avant la rencontre entre Tyler et le narrateur sur l'avion. Tyler Durden existait déjà dans les faits divers avant de devenir une voix dans la tête du protagoniste. Tu te rappelles de la scène où Tyler brûle la main du narrateur avec de l'hydroxyde de sodium. C'est le moment du sacrifice. Tyler lui dit « C'est ici, c'est maintenant, ne renie pas la douleur ». Si tu regardes la cicatrice plus tard dans le film, elle change. Elle n'a pas la forme d'un baiser parfait à chaque fois. Pourquoi ? Parce que dans l'univers de Fincher, la réalité est instable, mais la douleur, elle, est constante. Tyler est la douleur, et la douleur est la seule chose que le narrateur ne peut pas simuler. Alors, la prochaine fois que tu regarderas Fight Club, ne te concentre pas sur ce que le narrateur dit. Regarde ce que Tyler fait quand le narrateur ne le regarde pas. Regarde comment les objets bougent, comment les gens réagissent, et surtout, regarde cette étiquette sur la cabine téléphonique. Tyler Durden n'était pas une erreur dans l'esprit d'un homme, c'était une correction de la réalité. On finit tous par être le narrateur de notre propre vie, convaincus de nos démons sont intérieurs. Mais parfois, ces démons ont un nom, un visage, et ils fabriquent du savon avec nos propres déchets. La question n'est plus de savoir si Tyler Durden était réel. La question est, si Tyler Durden frappait à ta porte aujourd'hui, aurais-tu le courage de ne pas répondre au téléphone ? Le cinéma nous apprend souvent que le plus grand tour du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Tyler Durden a fait mieux, il nous a fait croire qu'il n'était que nous-mêmes, et c'est peut-être là le plus grand plot twist de toute l'histoire d'Hollywood. Mais au fond, n'est-ce pas ce que nous cherchons tous dans une salle obscure ? Une part de vérité si brutale qu'elle nous oblige à remettre tout en question, même notre propre identité. Si cette analyse t'a fait voir le film sous un autre jour, c'est que l'horizon de ta fiction personnelle vient de s'élargir. Et ce n'est que le début des secrets que recèle la machine à rêve. Car derrière chaque image culte, il y a toujours une ombre qui attend son heure pour passer au premier plan.